Hello à toi, bienvenue dans ce premier atelier. Donc j'espère que tu vas bien. Je me permets de te tutoyer. Voilà, j'espère que ça te dérange pas, mais c'est plus facile pour moi. Juste donc bienvenue encore une fois dans ce premier atelier qui est le premier d'une série de 7 dans lequel ben voilà j'espère vraiment t'apporter un maximum de connaissances et de contenu pour améliorer déjà tes connaissances de base. Donc je sais maintenant tu dois savoir à peu près ce que c'est un broker, les différents styles de trading qu'il existe, ce que le scalping ou par exemple le day trading, mais aussi après quel marché il faut peut-être traiter quand on débute, etc. Voilà, moi autour de ces 7 ateliers, je vais pas t'en dire plus exprès, mais on verra, on parcourra et on approfondira vraiment chacune de ces connaissances. Le but pour moi, c'est vraiment déjà de faire un pas vers déjà de la connaissance vraiment approfondie. Donc on verra que peut-être dans les prochains ateliers, on ira directement sur les plateformes de trading, on regardera plus précisément comment ça marche, comment ça fonctionne, quelles sont les fonctions, qu'est-ce que je peux utiliser, comment mettre en place une stratégie, enfin bref, un bon nombre de choses qui j'espère t'apporteront vraiment énormément de valeur. Alors, déjà dans ce premier, déjà pour avancer, on va commencer par celui-là. Celui-là va porter sur finalement la place qu'on a ensemble sur les marchés financiers. C'est-à-dire quelle est la place d'un trader indépendant sur les marchés. Alors c'est vrai que ça paraît anodin comme question, mais c'est important de bien se la poser parce qu'aujourd'hui le trader indépendant est vraiment un métier qui est en train de, alors qui est déjà né depuis un petit moment, mais qui cherche à exploser et surtout c'est d'autres métiers comme le trading traditionnel pour trader pour le compte de tiers s'efface un petit peu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup maintenant de gros traders dans les banques, puisqu'on devient de plus en plus trader indépendant, c'est-à-dire trader pour son propre argent. À partir de là, quand on cherche à trader son propre argent, ça veut dire qu'on doit avoir une mentalité d'entrepreneur. Un trader indépendant, c'est un entrepreneur. Petit aparté comme ça qui peut-être te montre un peu ma vision des choses à long terme, et tu comprendras du coup pourquoi peut-être j'aime bien faire ce genre de contenu et le délivrer. C'est parce que des fois, je crois qu'on n'a aujourd'hui pas encore conscience que le trading est un métier formidable pour vraiment devenir indépendant et obtenir tout ce qu'on souhaite en termes de liberté, ne plus dépendre de quelqu'un. D'ailleurs, je crois que depuis le Covid, essentiellement, la majorité des gens ont pris euh, conscience que et on en marre en fait d'attendre sur quelqu'un pour être payé, surtout pas à la hauteur de leur performance réelle bien souvent, et surtout pas à la hauteur de ce qu'on pense valoir. Et c'est vrai que du coup, le trading, ça reste un métier qui t'apporte tout ça, puis qui en complément te permet d'être exercé depuis n'importe où. Pendant le Covid, pendant que tout le monde était confiné, moi je pouvais exercer encore mon job, continuer à gagner de l'argent, continuer du coup à pouvoir payer mes factures, faire vivre une famille, aller plus loin, etc. Et hormis tout ça, il m'apporte, vu que c'est un métier qui est quand même difficile, on va pas se mentir, puisqu'il a besoin de compétences qui sont liées à l'entrepreneuriat, donc c'est-à-dire vraiment de l'intuition, des connaissances. J'aime bien dire une sorte d'autisme aussi léger, dans le sens où il faut être concentré avec sa propre vision, développer ses convictions. Et du coup, par conséquent, vu qu'il a ces difficultés-là, en même temps, c'est un métier qui est formidable puisqu'il t'amène, il t'amène un développement personnel. Voilà, donc je trouve ça un levier vraiment important dans le développement de soi et c'est pour ça que je suis très fier de faire ça. Voilà un petit aparté que je voulais faire. Maintenant, pour revenir un petit peu au sujet principal, quand je te disais, voilà, on va devoir flairer un petit peu quelle est notre place sur les marchés. Pourquoi je dis ça? C'est parce que au début des années, fin des années 1990, 90, j'ai rencontré un trader à Barclays Bank quand je tirais des câbles en tant qu'électricien dans cette banque, à la Barclays Bank, je rencontrais un mec, un trader, avec qui j'ai pu discuter et à qui j'ai pu poser des questions, et je lui ai demandé, si je veux devenir trader, comment je peux faire? Alors, il m'a dit, ok, mais tu souhaites faire quoi? Puis moi, j'étais devant son poste, enfin, on était en train de discuter devant son poste qui était allumé, et là, du coup, je lui dis, moi, je veux faire comme vous, là. Alors, j'étais jeune, en plus, un petit peu arrogant, parce que voilà, naturellement, c'était l'âge qui voulait ça, et j'étais surtout très excité par ce qu'il me disait, et du coup je voulais vraiment comprendre. Alors du coup je dis comme vous, puis il me dit ouais mais ça veut dire quoi comme moi, tu souhaites faire quel style de trading, tout ça. Je me suis dit, puis j'avais pas de mots, j'avais pas de réponse. Je dis moi vraiment comme vous, je dis ce que vous avez sur les écrans là, ça m'attire, ça me passionne, ça m'interroge. En plus je savais que c'était un des mecs qui gagnait le plus de fric dans la banque par les échos, les rumeurs qui circulaient, donc du coup je me dis putain moi je veux faire ça. Et en plus, moi, la première fois que j'étais rentré dans cette salle, juste pour la petite histoire, c'est la première fois que j'ai vu des PC avec 4 postes informatiques, enfin 4 écrans, 6 écrans,
12 écrans. Déjà aujourd'hui, c'est très rare d'avoir ça. À l'époque, encore plus. Et du coup, quand j'ai vu ça, waouh, pour moi, c'était l'Eldorado. Et du coup, je me suis dit, ouais, moi, c'est ça que c'est ça que je veux faire. Donc du coup, voilà. Alors quand je lui ai posé ces questions, il m'a dit, attends, je t'arrête. Il m'a dit, ce que je te conseille, c'est d'apprendre déjà, de partir sur les bases anglophones. Ici, côté francophone, on n'apprendra rien. Moi, je me suis dit, mais attends, on est à Genève. Il me dit, ouais, mais Genève, tu sais, c'est très bien côté institutionnel, on a beaucoup de gestion de fortune, mais le trading, c'est pas ça. Alors déjà, je me dis, attends, je comprends rien. Le trading, gestionnaire de fortune, attends, c'est quoi? C'est pas la même chose. Investisseur, machin, enfin bref. Du coup, tout ça, je comprenais pas très bien. Et parce qu'en fait, il y a toute une logique à ça. Et moi, c'est cette logique-là, en fait, que je vais vraiment essayer de t'expliquer maintenant. Alors, si tu le veux bien, on va déjà essayer de bien d'avancer. Moi, j'aime bien faire ce genre d'atelier. Voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça atelier, parce que on va essayer de réfléchir ensemble sur ce contenu. On va essayer de réfléchir ensemble avec les connaissances que moi j'ai. Donc, en même temps, on va essayer d'avancer pour essayer de comprendre vraiment et que ça te fasse sens. D'accord? Ce que je veux, c'est que ça crée des déclics. Et il dit, putain, mais c'est vrai, c'est ça. Et c'est tellement logique, en fait. Alors, va vraiment tout bien falloir suivre. Donc, je t'invite à prendre des notes aussi si tu le souhaites. Moi, en tout cas, je vais noter devant et tu pourras le regarder autant de fois que tu veux. Mais on va avancer vraiment avec des trucs logiques. Alors, euh, voilà, la première chose qu'il me dit, mais écoute, il me dit déjà, il faut comprendre, c'est que le métier de la finance, c'est très large. Donc, toi, selon ce que tu veux faire, voilà. Mais moi, je lui dis, je veux être trader. Il me dit, ça veut pas tout. Il me dit, c'est là, en fait, où je vais t'expliquer des choses. Alors, il me fait une analogie, il me compare, en fait, en gros, le secteur de la finance avec le secteur de la santé. Moi, je vais essayer de te faire aussi cette image. Il me dit, en gros, il me dit, dans la santé, on est d'accord qu'on a des généralistes, des spécialistes, des ophtalmologues, etc. Et on a vraiment le généraliste, le médecin de famille qu'on va voir, d'accord. Ils me disent, ceux-là, ils travaillent tous dans le secteur de la santé, et pourtant ils n'ont pas la même fonction, ils gagnent pas la même chose, d'accord. Pourtant, tu pourrais dire, mais à la fin, ils soignent tous ils doivent tous avoir le même résultat, c'est soigner un corps humain et soigner un capital santé. Et effectivement, il a raison. Et du coup, il me dit, bah, dans la finance, c'est pareil. Il me dit, tu vois, tu as ton capital argent, et ce capital argent qui peut être confié à quelqu'un, bah, tu auras peut-être ton gestionnaire de fortune, puis tu auras un trader, puis tu auras peut-être un analyste, etc. Ils travaillent tous dans le secteur de la finance. Et pourtant, pareil, ils n'ont pas le même rôle, ils n'ont pas le même poste, ils n'ont pas tous le même salaire, les mêmes compétences, les mêmes attitudes, les mêmes besoins en termes de métier, etc., les mêmes outils de travail. Donc il me dit tout ça, il va falloir que tu le comprennes, et c'est là où en fait le marché francophone, par exemple, manque énormément d'informations, et c'est pour ça que moi, bah là, à travers ça, je vais essayer de t'expliquer ça maintenant. Alors, on va prendre une image, d'accord, parce que c'est important, c'est que nous, on va gérer un capital, d'accord. En principe, ce sera le nôtre. Donc c'est notre propre argent, d'accord. Je fais des euros parce que la majorité des marchés européens, d'accord, sont en euros. Maintenant, ce capital-là, ben, qu'est-ce que j'en fais, d'accord. Ça, c'est, admettons, c'est un petit peu d'argent que j'ai mis de côté pour maintenant évoluer, d'accord. Il va falloir que je me pose plusieurs questions. Alors, la première, c'est, on va le noter en rouge parce que c'est super important, c'est que quand tu te lèves le matin, quand on se lève le matin pour gagner de l'argent, il y a que deux objectifs qu'on vise en général. C'est, d'accord, donc objectif, d'accord, soit on cherche à faire un revenu, soit on cherche à créer à diversifier, donc à construire, à développer un patrimoine. Après, tu l'appelles comme tu veux, ça peut être une retraite, ça peut être de l'argent de côté qu'à faire fructifier pour, je sais pas, faire un autre investissement à côté. Dans tous les cas, du coup, on n'a que deux choses. Faut bien retenir, c'est que du coup, si je souhaite faire un revenu, est-ce que tu es d'accord de te dire que du coup, bah, c'est de l'argent que j'ai besoin au quotidien, etc. C'est pour payer les factures. Puis ensuite, le patrimoine, d'accord, bah, naturellement que ce patrimoine, il est là pour vraiment pour diversifier l'argent qu'on a gagné avec le revenu. Ça veut dire que là, on paye les factures, ok. Et puis ensuite,
bah là, ce qu'on a en plus, on va chercher à le faire monter ici, à construire un petit capital, puis après, c'est ça qu'on va peut-être chercher à faire fructifier. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est de bien le comprendre. Donc déjà, tu dois te positionner. Ensuite, une fois que ça, on l'a, ben, on va chercher ici à diversifier et à construire les choses. Alors, quand j'ai mon capital, pour essayer de bien comprendre, euh, le gestionnaire de fortune, par exemple, si on prend son cas, bah lui, c'est lui qui gère l'ensemble, d'accord, de ce camembert. Lui, c'est le médecin généraliste. C'est celui qui t'envoie chez les spécialistes, en gros. D'abord, tu passes par le cas généraliste, tu vas voir, tu lui dis, tiens, j'ai ça, j'ai mal. Puis ensuite, lui, bah, il t'envoie chez les spécialistes. Il va t'envoyer chez tout ce qui est en OG, là, cardiologue, pédologue, podologue, pardon, ophtalmologue, etc. Enfin bref, tout ce qui se finit en OG, d'accord. Et en fait, après, bah, une fois que tu as fait ce rendez-vous chez le spécialiste, tu retournes chez le médecin généraliste. Puis c'est lui qui fait de la tambouille pour qu'à la fin, tu aies une bonne santé. Là, c'est pareil. Donc là, tu vas avoir le gestionnaire de fortune, en gros, d'accord, qui fait donc la gestion de ton portefeuille, ou donc, mais là, ce sera toi, déjà. Ça, c'est la première chose, puisque c'est l'ensemble de ta compétence. Sauf qu'au début, toi, tu n'as pas un gros patrimoine qui est à gérer. Souvent, ces gens-là vont gérer des sommes qui sont énormes. Par exemple, en Suisse, on a à peu près, on a plus de 1000 hedge funds, d'accord, fonds de placement qui gèrent plus d'1 milliard de dollars. 1 milliard de francs suisses, pardon. Donc, on est d'accord que c'est des grosses sommes. Donc ça, c'est l'objectif, c'est à la fin de gérer vraiment un patrimoine complet, un asset. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mec-là qui fait la gestion de fortune, lui, là, admettons, par exemple, on va dire, allez, 10 millions, bah, sur ces 10 millions-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en prendre en moyenne à peu près 80%. Alors, c'est important parce que si jamais il y a des gens du métier qui m'écoutent, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est très imagé pour qu'on puisse comprendre la logique en fait et comment on intervient sur les marchés. Mais ça fait sens et c'est quand même réaliste. On a à peu près 80% donc d'accord de ce camembert-là qui va être placé sur ce qu'on appelle des stratégies long terme. Long terme, alors pourquoi on va prendre la majorité qu'on va placer sur du long terme? Parce qu'en long terme, déjà, on peut quasiment avoir des stratégies qui vont fonctionner de l'ordre de 100%. Alors tu me diras, ouais, mais Erwan, t'es bien gentil, mais le 100%, ça n'existe pas. Effectivement, dans l'absolu, ça n'existe pas. Par contre, d'un point de vue pratique, il y a des choses qui marchent très très bien et voire à 100%. D'accord? Je vais te donner un exemple. Moi, ça fait 10 ans que j'achète des actions Nestlé tous les mois. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis en positif. C'est sans me poser de questions et j'ai même pas besoin de faire d'analyse technique. C'est vraiment des choses très très simples. D'accord? Tu pourras acheter aussi des ETF, etc. Enfin bref, des choses qui suivent l'indice des marchés. On voit que sur le long terme, si tu regardes historiquement depuis 20 ans, les marchés ne font que monter quand même s'il y a des corrections et des crises entre deux. Dans tous les cas, ça reste positif, d'accord? Donc on peut voir qu'on peut quand même arriver à ça. L'inconvénient, c'est quoi? C'est qu'on va être du coup, vu qu'on est à chaque fois le trading, c'est quand même un métier qui associe le gain au risque. Et comme en fait on a 100% de gain, de chances de succès, normalement on doit avoir un risque donc on a un risque minimum, donc on doit avoir une petite récompense. C'est pour ça qu'on va avoisiner les 1, 2 à 3% par an, d'accord, avec ce genre de stratégie. Alors ce qu'il faut bien se dire, c'est que du coup, bah tu vois, pourquoi on met la majorité des sous là-dessus, les 80%, c'est parce que on veut justement couvrir le risque, on veut gérer le risque, c'est-à-dire on va prendre la plus grosse partie qu'on met sur quelque chose qui rapporte peu, mais qui rapporte quasi 100%. Mais quand on met beaucoup, 3%, c'est déjà important. Maintenant, toi, bah, si tu as un capital qui représente à peine, par exemple, 5 000 francs, 5 000 euros, 2 000 euros, peu importe le montant, même 10 000, 20 000, ça reste petit. Du coup, tu vois bien que si tu fais 3% par an, bah, tu vas pas gagner ta vie et tu vas surtout pas pouvoir en vivre. Donc ça, c'est le genre de stratégie qu'on fait vraiment quand on a vraiment un gros capital. Ou alors, c'est quelque chose qu'on fait quand on veut être dans le patrimoine. Okay. Par contre, si je souhaite du coup du revenu, bah, il est évident que c'est pas ce genre de stratégie-là qui m'anime. Si je veux que ça me fasse vivre, il faut vraiment 3-4 millions. Hein. En dessous, ça fera pas vivre. Du coup, donc ça, lui, il le fait parce qu'il a l'argent, il a 10 millions, mais nous, vu qu'on commence, bah, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire tout de suite. Déjà, juste une petite logique comme ça qui est important. Hein. Encore une fois, je fais ça vraiment. Ce qui est important, c'est que j'ai rien préparé. Je fais ça vraiment en freelance. Le but pour moi, c'est vraiment qu'on réfléchisse ensemble. Comme ça me vient un peu moins dans la tête.
En plus, quand on commence sa vie, en général sur Terre, du moins son début de parcours d'adulte, mais au début on a la phase d'apprentissage, puis après on a la phase où on va travailler. Et après, une fois qu'on a travaillé et qu'on a mis de l'argent de côté, on fait le patrimoine. Donc vraiment dans le sens des choses, c'est important de commencer par construire un revenu, puis après on développe un patrimoine. Donc là on voit qu'on n'est toujours pas dans la phase revenu. Donc il va falloir aller vers encore une autre méthode. Derrière, donc pour revenir à ce gestionnaire de fortune, lui il prend 15%, d'accord, à peu près, sur ce qui reste. Et là, il va y investir souvent, il va aller sur des stratégies qui sont plutôt moyen terme. Alors moyen terme, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle du swing trading. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais le swing trading, c'est vraiment investir, acheter une action par exemple, et la revendre dans quelques semaines à quelques mois. C'est vraiment un horizon moyen terme. Là, on va tout de suite être dans peut-être, allez, 95-95%, d'accord, de chances de succès. Alors, tu me diras, ouais, 95%, 95%, ça a l'air bien comme ça posé sur le papier. Alors effectivement, c'est vrai que ça a l'air super bien. Mais quand on s'attarde sur le gain, il faut savoir que si je dois donner un synonyme vraiment de trader, c'est un trader, c'est un gestionnaire de risque. Donc il faut bien retenir ça, un trader c'est un gestionnaire de risque. Moi par exemple, dans chaque affaire que je fais, mon seul objectif, il est toujours de me poser la question, c'est quel risque je suis prêt à prendre sur cette affaire. C'est combien je suis prêt à perdre. D'accord? Et c'est là où tout est le jeu. Parce qu'en fait, en réalité, un vrai trader, lui, il va vraiment chercher à comprendre, ok, là, sur ces 95%, donc il me reste 5% de risque, et ces 5% de risque, combien est-ce qu'il représente en CHF? Et 5%, mine de rien, ça dépend sur quel marché on traite, ça va dépendre du volume qu'on y installe, etc. Mais combien ça représente en capital numéraire? La deuxième chose, et c'est là où sur le marché anglophone on est très fort, c'est parce que nous, côté francophone, on va se contenter de ça, de cette information-là, puis on va la comparer à notre capital, etc. Et puis finalement, c'est quelque chose qu'on va essayer d'avoir en suffisance. On va juste se contenter de cette donnée-là. Mais il y a autre chose qu'il faut prendre en considération. Plus on va descendre sur l'unité de temps, plus le risque va augmenter. Donc plus le risque va augmenter, plus quand je construis un revenu, plus je dois avoir une vraie mentalité, d'accord, d'entreprendre, donc d'entrepreneur. Ça, c'est vital, ok? Si vous savez pas prendre des choses comme ça ne marchera pas. Donc du coup, vu que je dois être entrepreneur, je vais avoir du coup des biais psychologiques qui vont intervenir. Et c'est là où justement, c'est important, c'est que tu vois, quand on cherche à savoir ces 5% en francs combien ils représentent, c'est parce qu'on cherche à faire ce qu'on appelle du money management, du risk management, de la gestion de risque. D'accord? Et là où sur le marché français, on va se contenter, d'accord, de cette approche-là, quand on va être sur le marché anglophone, tout de suite on t'apprend que, ok, il faut que tu mettes des outils en place pour l'aspect psychologique des choses. Il va falloir que tu apprennes simplement, ces 5%, une fois que tu as calculé combien ils représentent, faut que tu regardes l'impact que ça peut avoir sur tes émotions. D'accord? Alors je sais pas si souvent, quand même, je pense que ceux qui ont déjà tradé, si tu as déjà tradé un petit peu, peut-être tu t'aperçois que voilà, tu sais ce que c'est de parler d'émotions en trading, comme dans la vie, hein. Ça peut avoir un impact très positif comme très négatif, mais du coup tu vas devoir en tout cas le maîtriser. Alors du coup c'est vrai qu'il faut se poser certaines questions. Par exemple, admettons que admettons que ces 5% représentent 500 euros. Alors déjà peut-être toi tu regardes puis tu te dis 500 euros ça représente beaucoup. Putain, sur un trade je peux pas me permettre ça parce que j'ai un petit capital de 3000, ok, mais aussi je te demande de regarder ça par rapport à ton impact émotionnel. Il y a des gens qui par exemple perdent 500 euros, pour eux c'est rien parce que il y a un parcours derrière, il y a peut-être une vie, t'as peut-être 60 ans, et puis du coup derrière, t'as aussi été entrepreneur dans ta vie, t'as des relations avec l'argent qui sont différentes, t'as aussi un capital qui est peut-être différent, ou du coup ça te touche pas. Et puis il y a d'autres gens, par contre, perdre 100 euros, même 500 euros, même 100 euros, ça peut être c'est presque la fin du monde, d'accord? Ça veut dire que derrière, là, le mec après, il se dit, putain, ouais, se perdre 500 balles, non, ça je peux pas, moi. Perdre 100 balles, je peux vraiment pas, je me sentirais pas bien. Donc il faut vraiment déjà être à cette écoute-là. Et j'aime bien parler d'un truc, c'est que là, va falloir une approche un peu je m'en foutisme. Alors des fois, ça choque un petit peu les gens, mais
pas prendre le je m'en foutisme du mauvais point de vue. D'accord? C'est pas le je m'en foutisme de négligence des choses. C'est un je m'en foutisme. D'ailleurs, il y a un très bon bouquin que je te conseille de lire qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre, dans lequel, en fait, vraiment, on apprend à faire les choses pour te détacher émotionnellement. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire de bonnes affaires si tu es trop attaché émotionnellement. Alors, l'objectif, ça va être de faire comment? Dans la méthode de travail, je vais prendre mon marché, je pose une stratégie. Quand j'ai posé ma stratégie, je regarde où est-ce que j'aurais tort dans ma stratégie. Donc, du coup, cette partie tort, je suis capable, il va falloir que je la mesure. Et de la définir. Je vais définir donc du coup un montant en francs ou en euros. Et ensuite, je vais me dire, avant de passer à l'action, naturellement, parce que je dois bien poser les choses et me préparer, je vais me dire, ok, ça représente 500 balles. Est-ce que ces 500 balles, je suis prêt à les perdre? Et même moi, je vais aller plus loin. C'est que ces 500 balles-là, alors je vais noter psychologie là, vraiment, je vais m'assurer que je m'en fous de les perdre presque. C'est-à-dire que vraiment, chaque transaction que tu fais, tu dois partir d'un principe, c'est que tu vas perdre. Je vais t'expliquer pourquoi. Par exemple, quand moi j'ai commencé, j'ai perdu de l'argent au départ. Au début, j'ai gagné. Je te synthétise les choses. J'ai presque doublé mon capital, etc. Puis après, j'ai commencé à avoir des pertes. Puis ces pertes, puis j'arrivais plus à les redresser. Je me suis aperçu d'une chose à ce moment-là, c'est que, et ça t'est peut-être arrivé de cette façon-là, c'est que quand j'ai commencé à perdre, c'est simplement le jour où j'ai commencé à me projeter déjà énormément, comme si j'allais être millionnaire, si j'allais continuer à faire les mêmes gains. Ça a vraiment été le point de reverse, c'était à ce moment-là. Et le deuxième facteur le plus important, c'est surtout que j'ai commencé à augmenter mes tailles de position sans arriver à mesurer vraiment ça, mais vraiment à bien le faire. C'est-à-dire que j'avais tellement augmenté mes tailles de position qu'après je subissais plus de la même manière les pertes. Pourtant j'appliquais la même stratégie, mais ça ne fonctionnait plus. Parce que simplement j'étais plus capable de subir ces pertes-là. Et du coup, quand pareil ça se passait bien, je prenais tout de suite des gains parce que ça représentait déjà de l'argent. Alors que ça se trouve, le potentiel il était encore énorme derrière. D'accord? Donc, vraiment important, c'est que quand on diminue d'échelle de temps, on diminue les parts de probabilité de succès, donc on augmente la part de risque. Donc, du coup, on voit qu'il y a ça à prendre en considération. Après, on n'a pas parlé par contre encore de ce que ça pouvait nous rapporter. Donc là, on avait vu qu'on était à 1 ou 2, 3% par an. Ici, d'accord, on va pouvoir aller de 5 à 8%. Ça, c'est déjà pas mal par an. Comment ça se fait? Voilà, on va souvent, par exemple, il y a des très bons cas comme les actions à fort dividende. Si vous achetez du Nestlé, du Coca-Cola, du McDonald's, du Procter & Gamble, c'est des sociétés qui depuis 30 ans reversent des dividendes. Donc ça veut dire que par exemple, si ton prix de l'action il a augmenté de 3% dans l'année, mais qu'en plus tu es dans un investissement à fort dividende, eux ils vont te reverser peut-être 4 aussi à 5% par an de dividendes. Donc ce qui fait cumuler, ça veut dire que tu es à 5 à 8% par an de résultats nets sur ton investissement. D'accord? Par contre, là où j'aime bien mettre des petites parenthèses, c'est que tu vois quand par exemple tu prends ces deux choses-là, donc ces deux styles de trading là, on va mettre de l'argent et on va investir comme on l'a dit. Là, ici, pour plus d'un an, 2 ans, parce que c'est du long terme, d'accord? C'est le terme investisseur, comme la Warren Buffett. Donc du coup, ici, on va devoir bloquer de l'argent pendant plus d'un an, et ici, en tout cas, pendant plus de quelques semaines, même plus que quelques mois. Dans les deux cas ici, du coup, ça veut dire que c'est de l'argent que j'utilise, que je ne dois pas avoir besoin pour mon quotidien. Ça veut dire que ça, c'est uniquement pour construire du patrimoine. Je ne peux pas me servir de cet argent pour payer des factures, je l'ai mobilisé. Si je coupe trop tôt ma position, j'arriverai pas, d'accord, à obtenir mon résultat ici. Donc c'est vraiment de l'argent que je mets et qui est à côté où je m'en fous quelque part. D'accord? Donc ça c'est important, c'est que là on est dans la case patrimoine. Et c'est là où maintenant on va aller un peu plus dans une autre face, dans vraiment le vif du sujet, c'est que là maintenant on va aller vraiment sur le revenu. Ok? Ce qui reste là, donc il reste à peu près 5%. Alors encore une fois, je répète, les proportions sont à définir, etc. Je définis ça dans les grandes lignes. Là, on va aller sur ce qu'on appelle du court terme et du très court terme. Donc, vu que c'est une petite partie, d'accord, du portefeuille, là, je peux prendre un peu plus de risques. Quand je fais mon revenu, etc., c'est clair que ça devient un métier, donc forcément, je prends un peu plus de risques. Le court terme, très court terme, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de termes, mais scalping ou de day trading. Donc, court terme, day trading, très court terme, scalping. La différence entre les deux, c'est quoi? Dans le court terme, tu vas faire à peu près une transaction par jour. Dans le scalping, tu vas peut-être en faire 15 ou 20 dans un espace de 2 heures.
2 heures, 3 heures, dans une fenêtre de temps comme ça. Et là, on va avoir d'autres méthodes de travail puisqu'on va déjà devoir se contenter et utiliser des outils d'analyse technique parce que le but, c'est que si je fais des transactions, par exemple en scalping, des fois, il peut m'arriver que la transaction dure moins de 30 secondes. Le but étant, c'est de diminuer le temps d'intervention sur les marchés parce que si je diminue le temps d'intervention sur les marchés, eh ben je vais diminuer le risque. Moi, je suis un débutant, d'accord? Toi, tu es un débutant. Donc, tu dois te considérer, quand on intervient dessus, ok, débutant. Si tu es un débutant, forcément que tu ne peux pas rester longtemps sur le marché. Si tu n'arrives déjà pas à deviner ou à réussir un trade sur la base de 30 secondes, comment tu vas y arriver sur 5 minutes? Le marché, plus tu augmentes l'espace de temps, plus tu prends des risques sur les marchés financiers. Ne serait-ce que parce qu'entre-temps, il peut y avoir des news qui tombent, mais aussi parce que le marché il fait des zigzags pour monter, pour descendre. Il va pas droit au but à chaque fois, c'est trop facile. Donc si tu sais pas analyser correctement, toutes ces vagues qu'il peut y avoir sur le marché vont te faire douter, tu vas pas y arriver. C'est pour ça que tu as besoin d'outils et surtout à quoi ça va te servir d'accord, de savoir que dans 3 mois il y a un bilan positif, etc. Là, toi tu as besoin de faire ton revenu maintenant. Tu as besoin de faire 15-20 trades aujourd'hui. Alors, et c'est là où ça prend encore plus de sens parce que du coup, ici, là, ça prend encore plus d'ampleur du coup, puisqu'on intervient à court terme. L'objectif aussi de faire plusieurs transactions en un espace de 2 heures, bah, ça va être quand même vraiment de construire les choses, c'est-à-dire de tolérer l'erreur. Il faut pas oublier que si tu débutes, ben tu vas pas avoir un ratio de trading qui va être excellent. Mais si je te dis tu as un trade par jour, plus tu le rates, tu dois attendre le lendemain, tu le rates encore, tu le rates le lendemain, tu le rates encore. Au bout d'un an, tu vas mettre 6 mois pour être rentable. Donc là, l'objectif, c'est quand même de pouvoir être très actif. Là, c'est vraiment bien comprendre, c'est que là, du coup, c'est un métier que tu exerces hein, quand tu fais ça. Là, c'est la case métier, la case connaissance, la case tout ce qui va avec. Donc du coup, dans le court terme et le très court terme, donc dans le scalping hein, essentiellement, on va essayer de travailler, comme je te l'ai dit, dans des fenêtres de temps qui sont de 2 à 3 heures. Dans des sessions de trading, on va plutôt parler comme ça, parce qu'on va chercher à analyser les meilleurs moments, d'accord, pour trader. Et quand on capte ce moment-là qui nous est parfait à l'aide de nos outils, bah là, on va faire quelques transactions en l'espace de peu de temps. Et le but, bah, ça va être de cumuler un petit peu comme ça, d'accord. Ça va être de cumuler des gains. Donc là, si j'ai le trade 1, trade 2, trade 3, 4, etc. Bah, le but, ça va être de scaler comme ça, d'accord. Peut-être à un moment donné, j'ai quand même une perte, hein, ça arrive. Il faut savoir que dans le scalping, on a des ratios qui sont environ de 80% de trades gagnants. Tout va résider ensuite dans la gestion hein, du risque. Et puis ensuite, là, tu as le trade gagnant, etc. Enfin bref, on va chercher vraiment à scaler comme ça et à augmenter pour arriver simplement à l'objectif qu'on s'est fixé quotidiennement. Ok, puis ça, on va faire, comme je te l'ai dit, entre 15 et 20 trades par jour, avec une préparation. Donc le scalping va te demander à peu près, pour ceux qui souvent me posent la question, hein, si tu veux savoir, le scalping, c'est vraiment un métier dans lequel tu vas devoir consacrer du temps au début pour apprendre, passer du temps avec de l'expérience. C'est la case où tu vas apprendre le plus les marchés, l'analyse fondamentale, l'analyse technique. Tu dois être au top sur tout, savoir utiliser des outils. Moi, je dis souvent qu'on est le chirurgien des marchés. Parce que vraiment, nous, on est dans le cœur du marché. On a besoin de comprendre ce que c'est les volumes, le prix, le temps, etc. C'est vraiment, si on maîtrise pas le scalping, c'est-à-dire que derrière, admettons, moi, je suis quelqu'un qui veut faire du patrimoine, bah ça, je vais le faire un peu plus aléatoirement. Si j'ai la connaissance du scalping, puis que je m'intéresse ensuite à la diversification, bah là, ça devient très intéressant parce que justement, je vais pouvoir maîtriser vraiment toutes les armes, même le côté technique sur le long terme, là où j'en aurais pas forcément besoin. Alors par contre, ce que je préfère aussi te préciser tout de suite, c'est que t'as pas à choisir, il n'y a pas, en fait, en gros, je suis pas en train de dire que c'est ça ou c'est ça ou c'est ça qui est bien. Hein. Moi, je prêche aucune chose. Moi, aujourd'hui, je fais les trois. Hein. D'accord, je fais tout ça dans mon patrimoine parce que ça va être ton objectif. Mais aujourd'hui, toi, t'as pas normalement quand tu commences ta carrière, t'as pas d'argent, t'as peu de connaissances. Tu dois apprendre, t'es qu'un débutant. Donc si t'es un débutant, t'es modeste, tu dois revoir les choses à la baisse, tu dois te dire moi je suis là pour apprendre. D'accord? Donc, ici, moi je vais commencer par cette case-là. On va commencer par ici. D'accord? Là, on va accumuler les connaissances. On va chercher à bâtir son revenu. Et avec ce qu'on va gagner,
les petits euros en plus, mais on va en injecter un peu partout ici, petit à petit. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'ensuite, au bout d'un certain temps, alors, souvent on aime bien dire, c'est qu'on est un trader accompli sur son capital au bout de 7 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 7 ans, dans une logique, là, on gère ça totalement. Ça veut dire que tu dois avoir une certaine somme dédiée à ton scalping, une certaine somme ensuite dédiée à tes stratégies à moyen terme, à long terme. Tu pourrais même consacrer encore une petite somme supplémentaire à ce qu'on appelle des marchés émergents, comme a pu être la crypto récemment, etc. D'accord? Donc c'est super important, c'est de comprendre, je ne prends pas position par rapport à ça, je te dis simplement que, voilà, vraiment, si tu débutes et que tu as un capital qui est inférieur en tout cas à 5000 francs, tu dois t'orienter et que tu as du temps à disposer et que tu souhaites vraiment apprendre et en faire un métier, vraiment, c'est la case scalping dans laquelle il faut que tu ailles. Tu auras vraiment tous les intérêts là. Par contre, dès que tu fais du scalping, du coup, naturellement, les outils deviennent importants, le temps que tu consacres, ton hygiène de vie, plein de choses deviennent vraiment vitales par rapport à ça. D'accord? Donc, je résume juste avant de passer à la suite, donc à la prochaine vidéo. En gros, voilà, tu as compris maintenant que nous, quand on souhaite faire du revenu, on va se trouver ici, puis quand on souhaite simplement bâtir un patrimoine, on va se trouver vraiment dans tout le reste. Maintenant, si j'ai un petit capital et que j'ai un petit peu de temps, puis que vraiment je souhaite apprendre ce métier-là, je vais devoir pratiquer du scalping, d'accord? C'est là où j'ai tout mon avantage, je vais pouvoir construire mon score au quotidien, d'accord? Si je réussis ce trade-là, je vais pouvoir avoir un deuxième qui me donne l'opportunité quand même de réessayer. Si on avait qu'une chance à chaque fois, on serait pas mal embêté. Donc le but, c'est vraiment de construire, donc de se donner le droit à l'échec. Donc le scalping nous donne vraiment tout ça. Et puis ensuite, une fois que vraiment, voilà, t'as cumulé ça, derrière, hop, le but c'est d'aller en complément vers là pour que un jour, cette part-là soit suffisamment importante pour qu'elle couvre tout ton risque que tu pourrais prendre dans le scalping. Et quand tes deux vont bien, tu as des résultats qui restent exceptionnels. Ok? Voilà, donc j'espère que ça va pour toi. J'en ai fini avec ce premier atelier. Si tu as des questions, d'accord, par rapport à ça, par rapport à cette phase-là, n'hésite pas, d'accord, à m'écrire soit via les réseaux sociaux, soit en tout cas via email, à répondre à cet email dans lequel tu as reçu cet atelier et à poser tes questions ou à prendre rendez-vous avec nous. Et puis on sera une joie vraiment de complémenter un peu ces informations par rapport à ton cas à toi. Ok, je te remercie beaucoup et on se retrouve pour la vidéo suivante.